Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, bonjour. Je vais vous présenter l'expérience de notre service de chirurgie vasculaire d'Oran en matière de prise en charge endovasculaire des lésions occlusives aorto-iliaques. Ça a été dit par mon prédécesseur, effectivement, le gold standard pour ce type de lésion, c'était la chirurgie classique. Actuellement, vu le développement des techniques mini-invasives, le champ thérapeutique est totalement bouleversé par donc l'apparition de ces techniques et le développement de ces techniques mini-invasives qui sont venues en quelque sorte remettre en cause la primauté de la chirurgie. Effectivement, les recommandations TASC 2 pour les lésions classées TASC sont chirurgicales, comme dans cette lésion de sténose iliaque que nous avons traitée par méthode totalement endovasculaire, ou bien pour cette lésion aussi TASC B que nous avons recanalisée également par technique totalement vasculaire. Également les sténoses aortiques, en ce cas par technique totalement vasculaire. Pardon. Mais la question se pose pour ce type de lésion. Alors, est-ce que le traitement endovasculaire va remplacer totalement la chirurgie? Pour répondre à cette question, nous avons revu rétrospectivement notre activité endovasculaire à l'étage aorto-iliaque et sur une période de 7 ans, à partir d'avril 2006, nous avons recensé 649 procédures chez 594 patients. La majorité, c'était des hommes, avec une moyenne d'âge de 62 ans, des extrêmes de 36 à 88 ans. Nos malades cumulaient plusieurs facteurs de risque. Le tabac occupait la première place avec un taux de 90%, puis par ordre dégressif, l'HTA 43,26%, le diabète 25,42%, puis cardiopathie, BPCO, IRC. Un de nos malades était porteur de la maladie de B7. Cliniquement, ils étaient pratiquement 70,54% de nos patients étaient au stade de claudication et 31,12% des patients diabétiques présentaient des lésions Wagner 4. Selon la classification TASC D, on constate que 47,47%, soit 282 patients, ont été classés TASC C ou D. Ces patients ont été traités sous anesthésie loco-régionale dans 78,72% et sous anesthésie locale dans 10,63%. Nous les avons traités tous par voie fémorale et nous avons utilisé la voie percutanée dans 120 cas, soit 42,55%. Nous avons réalisé des procédures de façon unilatérale dans 80,49% et de façon bilatérale hybride, c'est-à-dire qu'on recanalisait un axe et on associait un pontage croisé dans 50,35% des cas. Bilatéral de façon endovasculaire pure dans 19,50% et puis nous avons traité dans 20,21% des lésions en sous-inguinal. La procédure donc a été faite par la majorité des cas, donc plus de 91%, par des stents non couverts, soit positionnés en kissing stent dans 14,54%, mais la majorité c'était au niveau unilatéral à raison de 80,49%. Nous avons eu de réussite technique initiale 93,61% et puis quand on utilisait la procédure percutanée, au début on n'avait pas de système de fermeture donc on utilisait la compression, mais actuellement on utilise l'angiocyle et on est à 25,76%. Nous avons eu comme complication 8 cas d'hématome du Scarpa, une ischémie du membre inférieur que nous avons opéré et 2 cas de rupture artérielle qui ont été traités chirurgicalement. La mortalité précoce a été de 1,13%, 2 cas d'IDM et 1 cas de défaillance multiviscérale.
Le séjour hospitalier a été court, en moyenne 8 jours, avec des extrêmes de 1 jour à 15 jours. Tous nos malades à la sortie, donc la plupart, ils avaient statine plus 2 antiagrégants plaquettaires. Le suivi moyen était de 42,5 mois, avec un intervalle de 1 mois à 84 mois. Nous avons eu comme résultat perméabilité primaire 90,15% à 1 an, 82% à 3 ans et 77% à 5 ans. Alors, comme complications tardives, nous avons eu 9 cas de sténose intrastent que nous avons traités par voie endovasculaire. 5 cas de thrombose de l'axe iliaque. Dans 2 cas, ils ont été traités par méthode hybride, 2 autres cas par méthode chirurgicale et dans un cas, nous nous sommes abstenus vu que le malade a terminé par une amputation. Nous avons eu 3 cas de thrombose aorto-iliaque qui ont été traités chirurgicalement. Voici le cas d'un patient diabétique, hypertendu, coronarien, qui avait une obstruction de l'artère iliaque externe que nous avons traité par recanalisation avec un bon résultat technique. Un autre cas de sténose, donc occlusion aorto-iliaque, qui lui aussi a été traité par voie percutanée avec bon résultat technique. Une autre obstruction de l'aorte sous-rénale qui a été traitée cette fois-ci par méthode hybride. Donc nous avons recanalisé la portion terminale de l'aorte, l'axe iliaque et réalisé un pontage croisé droit-gauche. Un autre malade qui a été déjà recanalisé de son iliaque 2 ans auparavant et qui se présente avec une obstruction aorto-biliaque. Il a été donc traité par méthode totalement endovasculaire. Il revient donc 3 ans plus tard avec une obstruction et dans ce cas on l'opère chirurgicalement. Donc, quel est l'intérêt du traitement endovasculaire? Ça a été dit, c'est vrai, une grande faisabilité, possibilité de réaliser la procédure sous anesthésie locale ou loco-régionale, possibilité de traiter dans un même temps opératoire des lésions en sus et sous-inguinales. C'est particulièrement important chez le diabétique où on est obligé de revasculariser un maximum d'artères si on veut espérer la cicatrisation de sa lésion. Et puis, un séjour hospitalier qui est court, une reprise des activités qui est précoce. On peut même réaliser une deuxième intervention dans le cas où on est obligé d'une deuxième intervention par voie endovasculaire dans le cas où on est obligé de réintervenir et puis ça ne coupe pas totalement le pont à la chirurgie conventionnelle. Quand on voit les revues de la littérature pour comparer endovasculaire versus chirurgie classique, eh bien on note qu'il y a un taux de complication, un temps d'hospitalisation et un coût qui est nettement inférieur et en faveur du traitement endovasculaire. La chirurgie, quant à elle, il y a une morbidité qui est significativement plus élevée. Et puis quand on compare la perméabilité primaire, elle est de 60 à 86% pour l'endovasculaire versus 85 à 92 pour le traitement chirurgical. Mais la perméabilité secondaire pour les TASC C et D à partir de 5-10 ans devient comparable. Bien sûr, avant de dire la conclusion, il aurait été souhaitable de parler de la perméabilité primaire assistée et secondaire. Malheureusement, on vient juste de commencer l'informatisation des dossiers des malades en consultation. Et donc, ces résultats seront communiqués prochainement. En conclusion, les lésions occlusives aorto-iliaques classées TASC C et D peuvent très bien être traitées de première intention par des techniques donc mini-invasives seules ou en association avec un traitement chirurgical, c'est ce qu'on appelle la technique hybride. Bien sûr, ça nécessite des opérateurs expérimentés, c'est eux qui vont conditionner la réussite de cette technique. Je vous remercie.